Bienvenue dans H comme handicapé, le podcast qui donne la parole aux personnes handicapées parce qu'on ne les entend pas assez. Aujourd'hui, je suis avec Alistair et Damien pour parler de masculinité. Du coup, bienvenue à tous les deux, merci d'être là. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Alors, je vais commencer. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Damien Farjou, j'ai 30 ans. J'ai plusieurs casquettes comme consultant en accessibilité de jeux vidéo, stand-upper et j'anime moi-même une émission de radio qui s'appelle Dear Valid People. Et concernant le handicap, je suis moi-même atteint d'une maladie génétique neurodégénérative qui s'appelle l'ataxie de Friedreich, qui a moult conséquences. Principalement, je me déplace en fauteuil roulant électrique. J'ai des petits problèmes d'élocution, des petits problèmes d'oreille, de yeux, voilà, tout ça. Et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content de pouvoir parler de ce sujet. Avec plaisir. Et Alistair, du coup ? Ouais, bonjour. Merci de m'avoir invité aussi. Moi, je m'appelle Alistair Oudeye. Je suis youtubeur. Je fais des vidéos de vulgarisation surtout sur le handicap, sur la transidentité aussi un peu des fois. Et je suis auteur de théâtre et comédien. Et je suis une personne autiste et j'utilise aussi un fauteuil roulant manuel. Et voilà. Je suis très content d'être là parce que la masculinité, c'est un truc sur lequel je réfléchis beaucoup en ce moment. Donc ça tombe très bien. Chouette, bon timing. Alors, du coup, ma première question, et on va vraiment entrer un peu vite dans le vif du sujet. En fait, oui, déjà un peu pourquoi j'ai eu envie de faire ce podcast et aborder ce thème-là, parce que ça peut être un thème qui peut surprendre les personnes qui suivent le podcast depuis un moment. Comment ça, il y a des hommes invités dans mon podcast ? Oui. D'ailleurs, Damien, tu es le premier et tu es le premier mec cis invité dans ce podcast. J'allais pas dire et le dernier, j'ai failli le dire, mais euh, et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de faire cet épisode, c'est parce que en fait, 99% des personnes qui participent à ce podcast sont des femmes ou des personnes non binaires ou enfin bref, pas des mecs cis quoi, et que la plupart des personnes qui m'envoient des messages et qui veulent participer, parce que moi je trouve mes invités en faisant des appels à témoignages pour la plupart. Du coup, les personnes qui répondent à mes appels à témoignages, c'est des femmes et des personnes non binaires. Et du coup, je me suis dit, il y a un truc à creuser en fait, il y a un sujet. Pourquoi les mecs, vous voulez pas parler en fait ? Je vous suis ouverte à tout le monde. Du coup, je me suis dit, ouais, il y a vraiment un truc à creuser. Et après, en y réfléchissant, je me suis dit, mais en fait, c'est un peu pareil dans le milieu militant anti-validiste en général. C'est un peu quasiment que des femmes qui sont médiatisées et mises en avant. Je pense à Elisa Rojas, à Charlotte Puiseux qui a sorti un livre récemment. Enfin, et c'est quasiment toujours que des femmes. Du coup, je voulais savoir, enfin, d'après vous, pourquoi, enfin, d'où ça vient cette invisibilisation des hommes dans l'antivalidisme en France en tout cas. Vaste question. Oui, vaste question. Tout d'abord, je suis très honoré d'être enfant en minorité en quelque part. Sinon, cette question, en effet, c'est une très bonne question. Moi, je pense qu'en fait, il y a plusieurs choses. En effet, dans le milieu validiste classique, on va souvent parler des personnes que tu as nommées. Après, il me semble que dans le clé, il y a aussi un homme qui est beaucoup moins présent sur les réseaux, mais qui est quand même là. Ensuite, on peut parler aussi des écrits de Marcel Nuss, de Alexandre Jolien, mais qui sont vraiment des écrits anti-validistes de fait. Moi, je pense que il y a un lien direct à faire avec du validisme intériorisé, où je pense que dans la définition de la masculinité, dans ce qu'on te vend comme masculin, et le handicap est totalement incompatible.
comme quoi on est toujours sur cette image de l'homme vulnérable est impossible en fait. L'homme ne peut pas être vulnérable, l'homme ne peut pas être handicapé. Et donc, je pense que sur tes appels à témoignages, les hommes cis hétéros ne se reconnaissent pas forcément toujours. Mais ça, c'est en lien, voilà, je pense c'est plus large. Le validisme intériorisé, c'est encore une problématique aujourd'hui où, ben, quand on arrive à ne plus, ou du moins à être moins dépendant du validisme intériorisé, c'est beaucoup moins compliqué d'en parler, comme je peux le faire et comme mon émission de radio m'a appris à le faire, et d'écouter des podcasts féministes aussi. Ça m'a appris ça, de voir qu'il y a des personnes qui peuvent très bien parler de leur vulnérabilité, qui peuvent parler d'expérience de vie, que toute expérience de vie se valent. Ben, ça m'a donné envie de faire la même chose. Ouais, pareil pour moi avec le podcast d'ailleurs. Et du coup, Alistair, t'en penses quoi? Bah, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Damien, évidemment. Un autre truc qui, moi, m'apparaît, c'est aussi le fait que c'est pas extrêmement surprenant finalement dans beaucoup de luttes, que ce soit les gens qui sont à l'intersection de plusieurs oppressions et de plusieurs, systèmes de violence qui se mobilisent le plus, dans le sens où c'est les personnes qui ont moins le choix, en fait. Et j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que dans le cas du validisme, les conséquences du validisme se compensent particulièrement bien avec la manière dont les mecs bénéficient de la misogynie. C'est-à-dire que quand par défaut, que tu sois un mec handicapé ou pas, tu vas avoir beaucoup plus souvent des femmes dans ta vie qui peuvent s'occuper de ton agenda et de faire les courses et de faire la cuisine et d'être en fait concrètement tes aides de vie même si tu es pas handicapé. Bah, du coup, forcément, c'est plus facile à côté d'arriver à tenir un métier même si, tu as des difficultés à gérer le quotidien quoi, par exemple. Donc ça explique pas tout, mais je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de mecs et notamment de mecs blancs, de mecs de classe moyenne et cetera, qui sont dans une situation où leur privilège compense suffisamment une part du validisme pour qu'ils puissent se permettre de pas, s'y attaquer, en fait. Là où pour beaucoup de femmes, ben, c'est une question de survie, bah, en fait, si elles se défendent pas pour avoir leurs droits et accès aux aides dont elles ont besoin pour vivre, ben, personne va leur donner, quoi. Et donc je pense qu'il y a aussi, peut-être ça qui joue, même si c'est évidemment pas le seul paramètre, quoi. Cela dit, c'est vrai que c'est un peu surprenant que les médias fassent la même chose, alors qu'il y a aussi plein de luttes où genre, je sais pas, dans les luttes trans, les femmes trans, noires et latinas notamment, c'est genre vraiment des moteurs de la création et des ressources et cetera, et ça veut pas forcément dire que c'est reflété dans la manière dont dans les personnes trans qui vont être médiatisées, par exemple. Et c'est vrai que dans le handicap, bon, en même temps, on n'est pas très médiatisé, donc ça réduit aussi le l'échantillon sur lequel on se base. Mais effectivement, on voit que dans les médias, j'ai l'impression, cette tendance-là continue de se refléter même quand on est médiatisé, pas juste au sein de la communauté, quoi. Ce qui est pas toujours le cas ailleurs, mais c'est peut-être juste une question de petit nombre, je sais pas. Ouais, ouais, peut-être que en fait, là, on est peut-être juste au début d'une médiatisation et quand ce sera plus large, ça sera peut-être plus égal au niveau des représentations, je sais pas. Mais en fait, les mecs cis handicapés, vous êtes pas assez énervés, en fait. Parce que moi, je dis tout le temps que ce qui m'a aidé à démarrer le podcast, c'est la colère et ben, voilà quoi. S'il y avait pas eu cette colère-là, il y aurait pas eu de podcast donc ouais, ouais. Ça fait sens, ça fait sens. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est Keanu Reeves qui avait écrit un truc là-dessus sur la suprématie blanche et le racisme, chez les mecs handicapés et qui parlait du fait que en fait, utiliser leur blanchité et leur place dans la suprématie blanche, c'était la seule manière pour eux de «d'appliquer leur masculinité» entre guillemets. Parce que du coup, dans des rapports de genre, le handicap, défaisait ça un peu et que du coup, le fait de s'enrôler, en fait, dans des groupes racistes et cetera, c'était une manière de récupérer ce truc de: «Ah, il faut que je sois puissant, que je sois dominant, que» et cetera, et que du coup, ça jouait aussi, enfin, là-dedans. Voilà. Il y a plein de choses qui me viennent en tête là en vous entendant parler. Ça va être compliqué.
Déjà, premièrement, je pense qu'il y a aussi un lien à faire par rapport à la nature du handicap. Je pense que c'est très différent entre une personne qui est née en situation de handicap, une personne qui est devenue en situation de handicap, ce qui a été mon cas progressivement. Je suis devenu handicapé, et il y a aussi des gens qui vont être en situation de handicap après un accident, et je pense que ces personnes-là aussi ont eu une vie avant, des habitudes de vie, et notamment des habitudes de vie blanches, cis, hétéros, et donc forcément ça ne part pas comme ça. Donc je pense qu'il y a déjà une différence à faire entre les deux, trois pour le coup. Après, moi, je suis, alors pour le coup, peut-être pessimiste, mais aussi, j'ai l'impression que, en effet, on voit des femmes, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on ne choisit pas de montrer des femmes lorsqu'on parle du handicap. Je le vois aussi via des postes outre-Atlantique ou outre-Manche, bah, c'est souvent des femmes qui sont mises en avant aussi. Donc, la question que moi je me pose, c'est est-ce qu'on n'essaye pas de donner ce rôle aux femmes de personnes qui vont chercher à faire, à décrier la vérité, à être woke, comme on dit. Ça me rappelle un petit peu le podcast de Judy du Portail avec cet épisode est-ce que tu es woke ou est-ce que tu es juste pénible? Donc, est-ce qu'on ne cherche pas à donner ce rôle-là? Je ne sais pas, c'est une question que je me pose. Est-ce que c'est pas genre, c'est toujours les femmes qui vont faire de la pédagogie, en fait, en gros? Enfin, qu'on va mettre en avant pour, expliquer les choses et Ouais, tout à fait, je pense, ça rejoint aussi ça qu'on essaye de prêter des rôles aux femmes parce qu'elles sont femmes, alors que pas du tout. Là, j'ai un collègue qui a posté sur le Slack un billet d'un moteur de recherche de Google Translate qui traduisait d'une langue normalement neutre, genre suédois ou quoi. Et on voyait très bien que en fonction de ce que ça traduisait, ça venait il ou elle. Genre, il travaille, mais elle est nue. Et tu fais, mais comment ça? et après la langue française n'est pas du tout sexiste, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Mais oui, vaste question et pas mal de pistes de réflexion, du coup. Ça me rappelle que j'avais un autre truc à dire très rapidement. Ouais, C'est tout bête, mais il y a aussi beaucoup plus de femmes handicapées que d'hommes handicapés, en fait, il me semble. c'est vrai. Enfin, je sais pas sur le handicap en général, mais je suis quasiment sûre que sur les maladies chroniques, on touche beaucoup plus de femmes que d'hommes, et du coup, bah, forcément, ça joue aussi, quoi. Et puis, ouais, en fait, ce que tu dis, ça fait penser à, juste les personnes qui ont un utérus et l'endométriose et tout ce qui va enfin, ouais, tout ce qui va, avec, quand tu as un utérus. Puis, plus tu vis de violence et puis plus tu as des risques d'être malade aussi. Enfin, il y a voilà, il y a des tendances qui font qu'effectivement, ben, que ce soit pour des raisons biologiques, sociales, d'accès à la médecine, tout ça, les femmes sont quand même globalement plus malades et plus jeunes aussi. Du coup, j'imagine que ça peut jouer, Non, c'est vrai, j'avais pas pensé, mais c'est vrai, totalement. Et ben, du coup, ma prochaine question est totalement en lien comme quoi j'ai vraiment bien préparé mes questions. La prochaine question est totalement en lien avec, ce dont on vient de parler, qui est du coup plus sur, ben, le lien justement avec la masculinité toxique et le validisme et le handicap et toutes ces notions de courage et de il faut être fort et résilient et pour être un bon handicapé et et il faut pas se plaindre et d'ailleurs au passage entre parenthèses, j'en ai marre de votre résilience, vous pouvez vous la garder votre résilience, merci bien. Mais du coup, ouais, quand tu cumules, masculinité et handicap, comment on se construit, en fait, en tant que mec handi?
avec tout ça. Parce que je trouve qu'il y a pas mal de parallèles à faire justement avec la masculinité toxique. Le fait de genre pas se plaindre et de garder les choses pour soi, pour pas être un fardeau pour la société. Et moi la première, hein, moi je travaille encore beaucoup là-dessus, savoir que c'est OK de dire quand ça va pas, surtout niveau santé mentale, n'est-ce pas? Et que ouais, enfin, il y a voilà, il y a plein de ponts à faire avec la masculinité toxique. Du coup, comment vous arrivez à gérer un peu tout ça? Au secours. Vaste question numéro 2. Si tu veux un moment pour réfléchir, je peux commencer, hein. C'est comme tu veux. Hem, déjà, moi, je pense que c'est vrai qu'il y a des «oppositions» entre guillemets entre l'idée qu'on se fait du handicap et l'idée qu'on se fait de la masculinité. Cela étant, le point précis que tu disais de genre, ne pas se plaindre pour pas être un poids pour les autres et tout, je pense que c'est quelque chose que les femmes vivent beaucoup aussi, enfin, même en dehors du handicap. Le fait que quand tu es une meuf, on va partir du principe qu'il y a plein de choses que c'est à toi de les faire, plus que, tu vois, quand tu es un homme et que, ben, voilà, tu pas à te plaindre que en fait, c'est à toi de gérer tout dans la maison et que genre, si ton mec, il fait des choses, genre, il te donne un coup de main, tu vois? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose où les femmes ont le droit d'être émotionnelles, mais si c'est pour être disponible émotionnellement pour les autres, en fait. Pas forcément dans le sens où que tu as le droit de juste en avoir marre et pas avoir envie de faire des trucs pour les autres et dire: «Non, en fait, c'est difficile, je m'arrête», tu vois? Je suis pas sûre que ce soit plus autorisé pour les femmes que pour les hommes, voire peut-être même l'inverse où un homme s'il dit: «Non, mais en fait, vraiment, là, c'est trop, je vais pas faire ça», ce sera peut-être limite plus acceptable que si c'est une femme qui le fait, je sais pas. Je pense que ça dépend vachement du contexte, mais ça me paraît pas aussi séparé que ça sur ce point-là précisément. Par contre, c'est sûr que sur la vision de performance, enfin, ouais, la masculinité est vachement liée au fait d'être performant, d'être efficace, d'être fort, d'être, tout ça et effectivement, forcément, c'est pas quelque chose qui va être toujours compatible avec le handicap. Ouais, moi, c'est vrai que du coup, je suis un mec trans, donc c'est aussi des questions qui sont apparues dans mon parcours parce que, ben, on m'a pas donné la masculinité, quand je suis né, quoi. C'est un truc que je sais pas si je l'ai choisi, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai peut-être plus construit, plus volontairement que d'autres mecs cis et il se trouve que je suis devenu de plus en plus handicapé pendant les mêmes années où j'ai transitionné et du coup, il y a quelque chose où pour moi, j'ai un peu l'impression d'avoir transitionné de être une meuf valide à être un mec handicapé et en même temps, ça a été un obstacle par certains aspects parce que c'est vrai que j'ai commencé ma transition sociale il y a plus de 5 ans et j'ai commencé ma transition médicale il y a 1 an et l'écart entre ces 2 choses-là, pour moi, sont aussi beaucoup liés au fait j'avais pas l'impression qu'une masculinité «vraiment masculine» entre guillemets, elle m'était accessible de toute façon. Je savais que je voulais pas être une meuf et que j'étais pas une meuf et que voilà. Mais il y avait un truc où je me disais: «Mais de toute façon, enfin, je vois bien que même quand je passe pour un mec, ben, je sais pas, je suis allée en concert avec mon copain, on m'a demandé si j'étais son fils», tu vois? J'étais genre: «Bah, non, j'ai pas 12 ans, j'ai fait un test PCR, on me dit: «Ah mais on le fait pas sur les mineurs, il faut que tu viennes avec tes parents». J'étais genre: «Certes, mais j'ai 24 ans, quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?» Ah punaise, l'infantilisation des personnes handicapées. Voilà et c'est vrai que je voyais bien que, bah, forcément avec l'autisme, tu vois, si tu regardes pas dans les yeux, que tu as du mal à t'exprimer, que, enfin voilà, je voyais bien que dans la manière dont je bougeais, la manière dont je parlais et cetera, il y avait un truc où j'en imposais pas, quoi et ça m'empêchait pas nécessairement de passer pour un mec, mais ça m'empêchait de passer vraiment pour un homme et genre je pouvais être un garçon, quoi. Enfin voilà, il y avait un truc où j'avais l'impression que la seule masculinité qui m'était accessible, c'était une masculinité assez douce, assez enfantine, assez machin et du coup, il y avait quelque chose où j'avais pas envie de me poser la question de: «Est-ce que j'aurais envie d'une autre forme de masculinité?» Parce que comme j'avais l'impression que de toute façon la réponse ce serait: «OK, mais c'est pas possible», c'était plus douloureux qu'autre chose de se demander si j'en avais envie et du coup, ça a été quelque chose effectivement qui a eu besoin de se construire et de se déconstruire pour moi et en même temps, dans l'autre sens, il y a plein d'aspects dans lesquels le fait d'être handicapé m'a aidé à construire ma masculinité. Dans le sens où, moi, notamment quand j'ai commencé à être en fauteuil roulant, bah, d'un coup, je faisais du sport pour la première fois depuis 10 ans, quoi et j'ai retrouvé une autonomie, que j'avais plus avant et pour moi, personnellement, c'est dans les autres questions que tu avais prévues, je crois, mais au final, j'ai été presque plus perçu comme un homme en étant en fauteuil roulant que quand j'étais pas en fauteuil roulant, pour plein de raisons dont on pourra parler si on a le temps ou pas, mais bon, bref et en tout cas, ouais, il y a eu un truc où ça m'a vraiment aidé à me réapproprier mon corps et d'autre part, l'autre chose, c'est que, j'ai vraiment grandi
je pense comme beaucoup de gens, dans un rapport à la médecine qui était pas, enfin, je veux dire, tu vois, ma famille est pas anti-vax ou je sais pas quoi. S'il y avait besoin d'aller chez le médecin, on allait chez le médecin et tout. Mais il y a un côté où la médecine, c'est un espèce de mal nécessaire. Genre, si vraiment il y a besoin, on va y aller, mais par défaut, plutôt pas. Et genre, moi, il y a quelques années, rien que le fait de genre prendre un Doliprane parce que j'avais mal à la tête, j'étais genre: «Mais est-ce que j'ai vraiment suffisamment mal?» Tu vois? Alors que je veux dire, ça n'a aucune conséquence de prendre un Doliprane de temps en temps, on s'en fout, tu vois? Même si tu le prends alors qu'il y avait pas forcément besoin, ça c'est pas grave, enfin, c'était pas un truc rationnel, quoi, c'était vraiment juste une espèce de position morale sur la médecine et sur le fait d'utiliser son corps comme un terrain d'expérience et en fait, on a le droit d'essayer des choses et de voir ce que ça fait et quelque part, le fait de devenir de plus en plus malade m'a forcé à sortir de ça parce qu'à un moment, j'étais juste dans une situation où, bah, je sais pas, je me vidais de mon sang, en fait. À un moment, fallait peut-être que je prenne des médicaments, quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et du coup, en quelque sorte, pour moi, le fait de, bah, du coup, pour l'endométriose, j'ai pris un traitement hormonal qui était pas du tout, de transition, qui était des hormones «féminines» entre guillemets et en quelque sorte, c'était quand même pour moi mon premier acte de transition parce que c'est le moment où ça a basculé pour moi d'être capable de me dire: «Ah en fait mon corps c'est quelque chose que j'ai le droit de toucher, que j'ai le droit de modifier» et du coup, le fait de rentrer par là dans ce rapport médical et DIY un peu, à mon corps, ça s'est fait par le handicap et par, bah, d'autres camarades handicapés qui m'ont vraiment nourri dans ces réflexions-là de voilà le corps comme un terrain d'expérience et comme le fait qu'on peut rajouter des choses à son corps comme, bah, des aides à la mobilité et des orthèses et cetera et que c'est une manière d'utiliser son corps qui est valable et qui a rien d'immoral et qui est pas, un dernier recours si vraiment on n'a rien d'autre. En fait, c'est pas ça n'a rien de mauvais, donc il y a pas besoin d'avoir une super bonne raison pour le faire, quoi et du coup, une fois que j'ai réussi à internaliser ça vis-à-vis du handicap, c'était beaucoup plus facile de me dire: «Mais en fait, la transition, c'est exactement la même chose. J'ai pas besoin d'être en détresse et d'avoir absolument besoin de me faire opérer ou de prendre des hormones. Je peux juste me dire: «Bah, en fait, je sais pas, j'ai envie, ça me rend heureux, c'est confortable, j'ai envie de voir ce que ça fait, j'essaye, puis on verra bien» et du coup, quelque part, ouais, le handicap m'a forcé à déconstruire complètement le rapport que j'avais au corps et à qu'est-ce que c'est un corps et à qu'est-ce qu'on a le droit d'en faire moralement de son propre corps et ça m'a vraiment détendu là-dedans et au final, ça m'a vraiment permis bah, de réexplorer ma masculinité et de me dire: «Mais comment j'ai envie de faire et comment je vais la construire?» là où avant je me disais: «Ben, voilà, j'ai ce corps-là, bah, je sais pas, je vais faire avec et il est un peu limité en termes de masculinité donc bon, voilà». Alors que du coup, j'ai vraiment pu me dire: «Bah, en fait non, finalement je découvre que ça me plaît d'être masculin et que c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de joie de savoir que je suis un homme et j'ai envie de pouvoir vivre ça vraiment et du coup, je vais juste mettre les moyens et m'investir de manière active dans le fait de construire mon corps dans quelque chose qui me plaît» et pour moi, c'était autant une question de transition que de handicap en quelque sorte et je vois pas une différence nécessairement stricte entre, décider de prendre de la testostérone ou décider d'avoir un fauteuil roulant. Il y a un truc où à un moment mon corps et ma santé me disaient: «Ben, ça je pense que ça t'aiderait et ça te rendrait heureux» et bah, du coup on le fait et pour moi c'est dans la même démarche, quoi. Ouais, c'est trop intéressant comment les 2 sont trop liés, enfin, moi aussi en étant non binaire, enfin, bref, trop intéressant. Mais, du coup, Damien, tu as quelque chose, tu as eu le temps de réfléchir du coup? Oui, 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 non, j'ai surréagi tout à l'heure, mais c'est qu'il y a, ouais, beaucoup de choses à dire, comme là, ce que vient de dire Alistair. Enfin, moi, il y a quelques temps de ça, j'ai pu lire Paul B. Preciado et Appartement sur Uranus. Et en fait, c'est fou de voir que même en étant un mec si c'est hétéro, ben, sur certains éléments, je me reconnaissais parce que ben, mon handicap est dégénératif et progressif, et donc on peut trouver pas mal d'éléments communs avec la transition. Et notamment, il y a une nouvelle où il parle précisément de sa voix et de son changement de voix, en sachant que moi, j'ai des problèmes de locution que j'essaie toujours de compenser, de faire des efforts pour rester compréhensible. Ben, de suite, forcément, ça m'a touché et j'ai compris qu'en fait, on était tous pareils, quoi.
Et ça, c'est très fort. Mais si on parlons donc un peu de moi, alors moi en fait, faut savoir que vu que j'ai commencé à être handicapé bien plus tard, parce que j'ai été diagnostiqué à 17 ans, je suis en fauteuil roulant depuis mes 24 ans et j'ai 30 ans aujourd'hui et je pense que ma masculinité a évolué par rapport à ça aussi bien évidemment. Et la grosse différence, contrairement à Alistair, moi je ne trouve pas qu'en fauteuil roulant on me considère comme un homme. Est-ce que c'est même plutôt l'inverse? Je sais pas si c'est l'inverse, mais je vais reprendre ce que m'a dit Lisa Rojas lorsque j'ai pu la voir dans mon émission. On a parlé forcément de féminité, féminisme, et pour moi, je disais, ben, est-ce que la femme handicapée, est-ce que ça ne rejoint pas un petit peu le principe de la demoiselle en détresse? Elle m'a répondu, alors en détresse, oui, mais demoiselle, non, on n'est pas reconnu. Et je pense que en tant qu'homme, c'est un peu similaire. On peut reconnaître ce qu'on fait qui est assez fou. Alors d'ailleurs, je ne comprends pas toujours ce principe-là, mais soit on fait des choses assez incroyables, mais tout en étant pas un homme forcément. Je ne sais pas encore comment disposer par rapport à ça, et ça fait lien aussi à quelque chose dont tu as parlé tout à l'heure, qui avait pensé aux différents types de masculinité. Et on peut parler de la masculinité handicapée comme une masculinité marginalisée et qui a une dynamique aussi où les masculinités marginalisées et autres hégémoniques vont toujours chercher une forme de validation. Et j'ai pu observer ça chez moi, c'est-à-dire qu'il y a des éléments où je me dis, est-ce que je fais ça pour moi ou est-ce que je fais ça pour qu'on me considère comme valide, en sachant très bien que ce n'est pas possible puisque le fauteuil roulant, on ne veut pas trop l'invisibiliser. Donc on se pose beaucoup de questions et je trouve qu'il y a aussi un rapport dans le handicap, dans le mien en tout cas, qui cherche toujours à ralentir la progression, à aller contre le handicap en quelque part. Il y a aussi quelque chose de très masculin, de se battre contre l'impossible. Je fais du sport et j'ai l'impression que le sport, il y a dans le sport qui fait toujours beaucoup de bien, mais il y a aussi ce combat direct avec le handicap où des fois vraiment on se bat contre lui et des fois on est avec lui. C'est souvent la petite différence entre on se sent bien et on se sent pas bien. Je trouve que quand on arrive à trouver ce juste milieu de on travaille avec le handicap et on se rend compte qu'on peut faire encore plein de choses, ben, de suite on est beaucoup plus zen dans notre peau. Et je pense qu'il y a aussi dans le rapport à l'autre cette difficulté parce qu'on voit dans le regard de l'autre qu'ils ont du mal à nous identifier, qu'ils nous disent oh, ouais, ce que tu fais c'est trop fort, mais que toi en même temps t'es là, tu fais ben en fait je fais comme toi, je fais juste des choses qui me font sens, qui me donnent envie d'aller plus loin, qui me motivent. Donc finalement, pourquoi tu me dis ça? J'ai le petit pins de De vivre avec? tout à fait, je ne suis pas ta leçon de vie et les gens réagissent dessus. Mais moi, dans ma tête, je me demande s'ils comprennent vraiment de quoi ça s'agit en fait. Ouais, l'inspiration porn, n'est-ce pas? Allez voir le TED Talk de Stella Young sur YouTube. Je crois qu'il est sous-titré, je sais plus, mais bref, si vous voulez savoir c'est quoi l'inspiration porn,
allez voir ce TED Talk. Merci. Moi, je veux bien rebondir sur un truc avec Damien, si c'est possible. Oui, je t'en prie, vas-y. J'y avais pas pensé avant, mais en t'écoutant, j'ai l'impression que instinctivement, peut-être, on pourrait se dire que justement, ce truc de voir les personnes handicapées et de leur dire: «Oh là là, ce que tu fais, c'est incroyable, c'est un espèce d'exploit» et cetera. Ça pourrait être validant validant validant, dans la masculinité en mode: «Waouh, tu vois, genre, t'as fait un truc sportif, incroyable» ou je sais pas quoi. Alors qu'en fait, il y a quelque chose où la nature de l'inspiration porn, comme tu dis, et de ce truc de genre sensationnaliser les actions qu'on fait, désigne justement que ce qu'on fait n'est pas une action de personne valide. C'est-à-dire qu'on fait la même chose qu'une personne valide et c'est exceptionnel parce qu'on est handicapé, mais du coup, cette chose de dire: «Ah, c'est exceptionnel», ne nous place pas du tout au même endroit que quand on dit à genre un sportif valide de haut niveau: «Ah, ce qu'il fait, c'est exceptionnel». C'est pas parce que finalement, genre, les mêmes phrases entre guillemets sont utilisées et le même espèce de concept de loin est utilisé que ça place au même endroit, en fait. Et du coup, c'est pas forcément quelque chose de validant ni dans notre genre, ni dans notre humanité d'une manière générale, parce que c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif de dire: «Ah, tu fais un truc qui, me paraît exceptionnel ou intéressant ou puissant dans ma vie de personne valide, ça me paraît exceptionnel et puissant et cetera, parce que c'est en dehors de mon cadre de perception et de la manière dont j'imagine les choses, pas parce que c'est intéressant en soi». Et enfin, voilà, je sais pas trop comment finir cette phrase et expliquer ça, mais en tout cas, ça me parle de cette manière-là. Je peux peut-être essayer de les finir. J'ai l'impression que ça rejoint le fait, l'effet flatteur que va avoir l'inspiration porn. En fait, les personnes valides ne le font pas tellement pour nous, ils le font pour eux. Le nombre de fois où je remarque que les personnes valides se flattent de ce que je fais, bon, déjà, objectifier ce que je fais, j'adore, mais c'est vraiment assez sale et au final, c'est même plus insultant qu'autre chose. Encore une fois, je vais citer Lisa Rojas, je fais un petit peu ma groupie, mais sur un podcast, elle parlait que les compliments venaient de personnes qui ne comprennent totalement rien à notre vécu et donc forcément ça casse totalement la nature du compliment et son intention et au final ça n'a plus rien à voir. Moi je sais que dans le stand-up que je fais depuis un an, bah, les gens me disent c'est trop bien, hein, félicitations, super et tout. Et moi, je reste toujours assez en retrait parce que je me dis, mais en fait, vous ne savez pas. Donc, la puissance que pourrait avoir ce compliment de base, ben en fait, elle est totalement cassée. Oui, puis il y a ce truc aussi de ils disent un peu ça pour se rassurer, genre, «Waouh, c'est génial ce que tu fais» et il y a le fameux après, «Moi je pourrais pas faire ça». Genre, «Moi à ta place, je pourrais pas faire ça» et juste ça, c'est horrible, genre arrêtez de dire ça s'il vous plaît, merci. C'est plus possible, voilà. À une époque, j'avais beaucoup de vie sociale, n'est-ce pas? À une époque et à chaque fois que je sortais, mais à chaque fois, on me sortait des trucs comme ça et donc évidemment, au bout d'un moment, tu as plus envie de sortir, en fait. Parce que c'est fatigant et ouais, on n'est pas là pour vous rassurer les valides, en fait, voilà. C'était mon petit message, Je suis en train de me rappeler un petit détail que ça m'a mis en tête lorsque tu as posé tes questions. Quand tu parlais justement de ce courage, de ne jamais parler quand ça va pas, je trouve qu'en tant que personne handicapée, on va être soumis à la même dynamique que le resting bitch faces. Alors pour celles et ceux qui ne voient pas ce que c'est que les femmes doivent se forcer à sourire. Et j'ai l'impression qu'en tant que personne handicapée, pareil, on doit se forcer à sourire parce que ouais, il ne faudrait pas heurter la sensibilité des personnes valides et leur imposer cette vision apparemment misérable de l'être humain et alors que c'est juste une vision de l'être humain. Point. ouais, non, c'est clair et oui et puis
Il faut être un gentil handicapé, il faut pas gueuler, il faut pas râler quand ça va pas, il faut pas dire les choses, il faut garder les choses pour soi. Et moi, le nombre de fois où j'ai répondu un peu méchamment à des valides et qui m'ont regardé d'un air, surpris, qui s'attendaient pas du tout à ça. Bref, il y a plein de liens à faire entre, le genre et le handicap et c'est trop intéressant et l'occasion de rappeler que le genre est une construction sociale et le handicap aussi, n'est-ce pas? Le modèle social du handicap, encore une fois, si vous savez pas ce que c'est d'ailleurs, je crois que Alistair, tu as fait une vidéo là-dessus, non? J'ai une très vieille vidéo là-dessus et j'ai aussi une conférence qui a été filmée et que j'ai mis sur ma chaîne et j'ai aussi une vidéo, le modèle social du handicap expliqué par Naruto qui dure 4 minutes, pour les gens qui ont pas envie d'écouter une conférence de 45 minutes. Ça dépend un peu de votre motivation. C'est celle sur, avec Naruto que j'ai regardée qui est franchement très bien fait. Enfin, genre la métaphore est géniale. Voilà, allez voir tout ceci. Je mettrai des liens, je mettrai des références et tout parce que fort, fort intéressant et du coup, ma prochaine question va encore parler de Elisa Rojas d'ailleurs. On est trop des fan people, aujourd'hui, de Elisa Rojas ici. Mais, du coup, oui, Alistair, en fait, j'ai eu envie de t'inviter parce que j'ai écouté ce super podcast, de 70 minutes avec, que tu as fait avec, Elisa Rojas et où tu disais, en fait, que les personnes ne te genraient pas au féminin, enfin qu'on te genrait, tout le temps au masculin, sauf quand tu utilisais un déambulateur. Et j'ai trouvé ça, trop intéressant sur, ben, comment genre les aides à la mobilité impactent, sur, la vision du genre et tout. Et du coup, est-ce que tu pourrais un peu développer ça? Et est-ce que ça t'est arrivé depuis à nouveau avec d'autres, aides à la mobilité ou pas? Enfin, voilà. Moi, je vais pouvoir faire une update comme j'ai un fauteuil roulant depuis, j'ai eu mon fauteuil roulant depuis le moment où on a tourné cet épisode du coup et j'ai aussi fait ma transition médicale, enfin du coup genre, voilà, j'ai des updates. Trop bien. Donc du coup, ça a été mon expérience pendant longtemps et c'est l'expérience de beaucoup de personnes handicapées et notamment de mecs trans handicapés. Je pense que ça doit jouer aussi, de se faire mégenrer, de se faire genrer au féminin à partir du moment où on utilise, une canne, un déambulateur, un fauteuil roulant et cetera et ce même chez des personnes qui genre ont transitionné médicalement, portent la barbe, enfin vraiment c'est pas juste une question de genre mec trans qui a un passing un peu flou et du coup ça fait tomber le truc d'un côté ou de l'autre quoi et je sais pas si le fait que moi je l'ai principalement vu avec des mecs trans, c'est juste lié au fait que je fréquente principalement des mecs trans ou si c'est au fait que ça arrive particulièrement plus aux mecs trans parce qu'on a aussi des habitudes dans la manière dont on parle, dont on bouge et cetera qui peuvent être genre, bah, liées, à la manière dont on a grandi en tant que femme pendant un moment ou pas. Donc je sais pas, voilà, je sais pas à quel point c'est un truc qui joue ou pas parce que mon échantillon de base est un peu biaisé. Mais en tout cas, c'est quelque chose que, ouais, j'ai vu beaucoup et que moi, j'ai constaté qu'effectivement, quand j'avais une canne ou quand j'avais un déambulateur, on me genrait plus au féminin que quand j'étais juste à pied. J'ai l'impression que peut-être les béquilles font pas autant cet effet parce qu'il y a plus un côté, où tu peux faire passer ça pour genre, tu es un jeune qui a une entorse. Les béquilles, suivant les personnes, le contexte et cetera, vont pas forcément être identifiées comme un signe de handicap ou pas de la même manière donc voilà, c'est un peu une classe qui peut être un peu à part. Mais du coup, ouais, ça m'est beaucoup arrivé et j'avais ce même donc à l'époque où je disais ça avec, Elisa Rojas, j'avais ce même témoignage d'un certain nombre de mecs en fauteuil roulant et du coup, je me suis dit: «Bah, quand j'aurai mon fauteuil roulant, ce sera pareil» et quelle ne fut pas ma surprise! Non, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Mais du coup, voilà, je pense que c'est intéressant que je parle un peu de comment ça s'est passé pour moi, mais c'est juste pour dire que de tous les gens avec qui j'en ai parlé, j'ai l'impression que mon cas est plus une exception que la règle. Mais effectivement, quand j'ai commencé à être en fauteuil roulant, on m'a plus genré au masculin qu'avant. Alors, je pense qu'il y a aussi mon ressenti intérieur qui jouait, dans le sens où moi, j'ai vécu le fait d'être en fauteuil roulant comme quelque chose qui validait ma masculinité en quelque sorte. En tout cas, je me sentais vachement plus, à l'aise vis-à-vis de ça et moins dysphorique et plus euphorique et cetera en étant en fauteuil que genre en étant mais je pense que c'est aussi parce que je suis pas passé de être à pied à être en fauteuil. Je suis passé de genre être en canne ou déambulateur à être en fauteuil et du coup, il y a quelque chose où j'étais sur des aides à la mobilité et je suis en fauteuil, manuel et actif aussi, ce qui, je pense, fait beaucoup de différence. Et du coup, je suis passé d'aides à la mobilité qui sont souvent identifiées comme des trucs de vieux et qui font handicapés d'une autre manière que d'être dans un fauteuil manuel actif.
et je pense que parmi les choses qu'on jouait, j'ai aussi un fauteuil qui a juste un design qui est relativement sportif. Comme moi, je l'utilise d'une manière relativement sportive parce que, bah, la manière dont mon corps fonctionne et donc les besoins que j'ai et les outils que j'ai et cetera font que c'est comme ça. J'ai tout simplement c'est con et j'ai le privilège d'avoir pu payer un fauteuil qui est juste de très bonne qualité et cher, mais du coup, ça se voit, c'est-à-dire qu'il fait pas ça donne pas du tout le même effet d'avoir un fauteuil roulant qui, bah, va être plus large, plus lourd, plus gros et cetera, que d'avoir un fauteuil qui, bah, est super épuré parce que tu peux te payer des jantes en carbone. Enfin, c'est bête, mais en fait, genre, les moyens financiers que tu as vont aussi jouer là-dessus parce que, ben, le fait d'avoir des outils médicaux qui ressemblent pas trop à des outils médicaux pourris, c'est super cher, en fait. C'est clair, c'est clair. C'est cher et c'est même des fois pas possible suivant les besoins que tu as. Il y a des trucs qui juste ont l'air de matériel médical tout le temps et n'existent pas sous des formats, plus tranquilles, même pour des choses qui pourraient tout à fait l'être. Enfin, genre, tu vois, les sièges de douche ou les trucs comme ça pourrait être design et sympa et c'est toujours dans des couleurs dégueulasses d'hôpital. Enfin, tu vois? Il y a plein de trucs comme ça où enfin donc je pense que, voilà, c'est quelque chose qui va beaucoup dépendre de ton handicap et de tes besoins et de la manière dont tu peux utiliser un outil ou pas et dont tu peux te permettre d'acheter un certain type d'outil ou pas. Mais dans mon cas précis, je me suis retrouvé dans une situation où je suis passé de, petit mec handicapé avec un déambulateur à mec qui, je pense, dans un certain nombre de cas, est aussi identifié comme, je pense qu'un certain nombre de gens m'identifient comme genre un mec paraplégique, ce que je ne suis pas, mais tous les signaux que j'envoie me permettent de rentrer dans cette case très spécifique de mec cis valide qui a eu un accident, mais c'est le seul truc qui est handicapé à propos de lui. Ce qui est pas du tout la même chose que d'être une personne malade chronique ou d'être une personne qui a un handicap qui est, bah, génétique, qui est enfin voilà, qui est, bah, ou qui sont des maladies chroniques d'ailleurs. C'est pas pour dire que les mecs cis qui ont eu un accident ne vivent pas de validisme parce qu'évidemment c'est pas le cas. Mais comme disait, Damien tout à l'heure, la différence entre, être devenu handicapé, être né handicapé, être devenu handicapé progressivement, être devenu handicapé d'un coup suite à un accident, c'est pas du tout la même chose et dans ton vécu à toi et à l'endroit où ça te place, mais aussi dans la manière dont les gens te perçoivent. Parce qu'il y a quelque chose où la personne qui est devenue handicapée suite à un accident et surtout quand c'est un handicap qui, dans la tête des gens en tout cas, a l'air limité à quelque chose de précis. Parce que les gens voient beaucoup la paraplégie comme genre, bah, ils peuvent pas utiliser leurs jambes, mais sinon c'est des gens comme les autres entre guillemets. Ce qui est pas nécessairement vrai, mais c'est l'idée que les gens en ont. Ça te met dans un endroit qui est quand même spécifique dans le sens où je pense que quelque chose qui joue, c'est que les personnes valides peuvent s'identifier à ça. Encore une fois, pas forcément de manière juste parce qu'elles ont plein d'idées sur la paraplégie qui sont complètement fausses. Mais dans l'idée qu'elles s'en font, il y a un truc genre, c'est quelqu'un qui est comme moi et qui juste peut pas bouger ses jambes et ça pourrait m'arriver. Et ces 2 paramètres-là font que ça te place quand même à un endroit qui est assez différent. Et même si c'est en fait, de fait, pas du tout ma situation, je pense qu'un certain nombre de gens m'identifient comme ça. Et du coup, il y a quelque chose où «l'atteinte à la masculinité» entre guillemets, me paraît beaucoup plus limitée parce que du coup, ouais, il y a quelque chose où les personnes ne voient pas forcément mon handicap comme quelque chose qui envahit chaque enfin tout ce que je suis et qu'ils les voient comme quelque chose de plus limité et contenu à genre un «problème précis» entre guillemets. Ouais, genre, oui, c'est juste tes jambes et du coup, Ouais, c'est ça. Donc je pense, je sais pas parce que j'interviewe pas les gens dans la rue pour savoir pourquoi ils pensent que je suis un homme et que forcément le fait que moi je me sens mieux de la manière dont je suis maintenant, en projetant, je me dis: «Ah les gens doivent me percevoir d'une meilleure manière», alors que si ça se trouve absolument pas, c'est juste que j'ai plus confiance en moi, tu vois? Alors, je sais pas à quel point il y a ces biais-là aussi, mais j'ai l'impression que, ouais, c'est quelque chose quand même qui joue et un autre truc que je voulais dire, c'était quelque chose dont on a parlé avec Elisa à l'époque et en le réécoutant, je me suis dit: «Mmh, quand même, il y a des trucs qui sont pas tout à fait juste dans ce qu'on a dit». Du coup, c'est l'occasion de faire un petit aparté. On parlait du fait que, je disais à un moment que le handicap, c'était généralement démasculinisant et c'est un peu ce dont on a discuté aussi dans cet épisode et je pense que c'est vrai dans un certain nombre de cas, mais en fait, il y a aussi des situations et notamment quand ça s'entrecroise avec des enjeux de racisme où c'est «surmasculinisant» entre guillemets. Genre notamment, je pense, aux mecs noirs, autistes, psychotiques ou ce genre de choses où les signes de leur handicap psy vont être lus beaucoup plus comme des signes d'agressivité et parce que c'est des mecs et parce qu'ils sont racisés. Où il y a un truc où genre si moi personnellement, je m'assois quelque part dans la rue et je me balance et je commence à parler tout seul, on va probablement moins se dire que je suis dangereux et que je vais être agressif que si j'étais un mec noir.
et peut-être qu'on va plus se le dire pour moi que si j'étais une meuf blanche. Enfin, il y a un truc où, voilà, ces différents enjeux, je pense qu'au niveau surtout du handicap psy, mais peut-être aussi dans certains cas du handicap physique, de la dangerosité qui va pouvoir interagir avec des questions de masculinité et au contraire, plutôt que d'affaiblir ou d'atténuer cette présence de la masculinité, va la renforcer, mais pas d'une bonne manière, d'une manière de genre: «Ah, c'est dangereux, ah, c'est agressif, ah, il faut l'attaquer». Et voilà. C'est un truc que j'ai pas entendu parler tant que ça et je pense que c'est important parce que, bah, genre dans les enjeux de violence policière, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Je crois qu'on n'a pas de stats sur ça en France parce que les stats en France, voilà. Mais genre aux États-Unis, il me semble que les victimes de violences policières, c'est genre 50 des personnes handicapées ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est pas 50 des personnes handicapées qui sont victimes de violences policières, c'est les victimes qui sont à 50 handicapées. C'était pas très clair, mais voilà. Et qui sont souvent du coup les 2 des personnes, bah, des personnes, notamment noires et du coup handicapées, mais souvent, bah, des personnes handicapées psychotiques et cetera. Non, c'est clair et tu bien fait de le rappeler parce que c'est clair qu'on n'en parle pas assez. On parle souvent du racisme mais très rarement de la psychophobie et du validisme donc c'est important de le rappeler. Ouais et puis de comment ça s'entrecroise beaucoup, en fait. C'est-à-dire que les personnes blanches et psychotiques ou en dyspsy et cetera, vont pouvoir être victimes de violences policières, ça arrive aussi, mais c'est aussi l'entrecroisement de ces 2 choses qui vraiment met à un endroit où c'est les 2 clichés, en fait, de violence se renforcent l'un l'autre et créent quelque chose qui est vraiment, vraiment dangereux pour la personne, quoi. Même si indépendamment, les 2 sont déjà dangereux de base. Ouais, ouais, non mais complètement. Bah, ouais, merci d'avoir rappelé tout ça parce que c'est vraiment important et d'ailleurs, je vais pas dire son nom, mais à la base, j'avais pensé à un autre invité et pas à toi, Damien, désolée, mais qui était un homme noir, handicapé du coup et qui m'a dit je lui ai demandé et il m'a dit qu'il faisait une pause du militantisme parce que voilà, il devait être fatigué et qu'il en avait besoin et je pense que le fait qu'il soit noir et handicapé, ça a clairement joué. C'est très intéressant et merci, d'en avoir parlé et ouais, moi ça me fait penser à plein de trucs aussi, ben, notamment juste le fait que depuis que je me suis rasé la tête et depuis que j'ai compris que j'étais non binaire, c'est marrant, les 2 sont arrivés un peu en même temps. Heu, je ne crois pas que ce soit une coïncidence. Un phénomène très rare. Et du coup, depuis que j'ai les cheveux courts, il y a vachement plus de gens qui m'appellent monsieur dans la rue et dans l'espace public et tout. Alors qu'en soi, j'ai rien changé à mes fringues ou à j'ai pas changé de fauteuil, j'ai toujours le même fauteuil 6 roues, très imposant et tout et on m'appelle vachement plus monsieur qu'avant, alors que j'ai juste coupé mes cheveux, quoi. C'est assez incroyable. Mais du coup, je me demande, tu vois, si quand je vais changer de fauteuil, parce que je prévois d'avoir un fauteuil un peu moins imposant justement et quand j'aurai un fauteuil plus petit et tout, est-ce que les gens vont se remettre à m'appeler plus souvent madame ou comment ça va se passer? Enfin, c'est rigolo, ouais, de voir, comment ça influe la perception des gens. Mais je trouve que ce que tu dis justement, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que et c'est ce il me semble, c'est ce qu'a dit Elisa à un moment donné aussi. On aurait dû l'inviter à arriver là. Hem, que le handicap, c'est pas tant démasculinisant que c'est dégenrant, en fait. C'est-à-dire que genre, on m'appelle plus madame alors que je suis un mec, mais en même temps, on t'appelle plus monsieur. Enfin, tu vois, il y a un truc où c'est plus facile d'être sorti de la masculinité, mais c'est aussi plus facile d'être sorti de la féminité. C'est juste qu'on est juste pas tellement mis dans ces cases et de toute façon, on va être genré quand même parce que, bah, il la langue est comme ça, quoi. Mais je pense que c'est pour ça aussi, enfin moi d'après mon expérience et d'après les personnes que je côtoie, c'est pas pour rien qu'il y a autant de personnes non binaires qui sont aussi handicapées. En fait, quand tu as un corps qui rentre pas dans les normes, valides, ben et qui rentre pas dans les normes de féminité ou de masculinité, forcément après tu as plus un peu le cul entre 2 chaises quoi, façon de parler et du coup tu es moins dans cette binarité-là et ouais, enfin je pense que c'est clairement pas une coïncidence, qu'on soit aussi nombreux à être, non binaires et handi. Bah, c'est sûr que de toute façon, quelle que soit notre identité, il y a quelque chose où qu'on soit non binaire ou binaire, cis, trans, peu importe, on va être plus ou moins traité en termes de genre comme une catégorie à part, qui est pas forcément non binaire. Ça peut être que femme handicapée ou homme handicapé, c'est un genre différent de femme valide et homme valide, quoi. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que ça va influencer ça. Mais du coup, Damien, ça m'intéresse de te poser la question de est-ce que ça t'est arrivé
que des gens te genrent au féminin ou est-ce que c'est un truc qui t'arrive pas du tout? Non, pour le coup, moi, je pense pas que ça m'est arrivé. Je pense que j'ai aussi des attributs qui aident à ça, c'est-à-dire que j'ai une barbe. J'ai une barbe et je parle relativement fort, donc je ne pense pas que les gens aient ce choix, du moins au premier abord. C'est vrai que par contre, dans les pratiques sociales et quand j'essaye de discuter, d'avoir des relations avec les gens, je trouve que là, il y a quelque chose de plus complexe qui se met en place au-delà de choisir les bons pronoms, de pas mégenrer. Je trouve que les gens ont du mal à savoir où nous placer dans les relations sociales. Est-ce qu'on est amis, est-ce qu'on est amoureux, est-ce qu'on discute simplement? Et des fois, souvent même, j'ai l'impression que pour les femmes valides, souvent on me soupçonne de vouloir faire du sexe très vite. Parce que forcément, les hommes handicapés, ils sont en chien. Et je trouve que là, justement, ça vient comboter avec le fait que les hommes, de manière générale, de toute façon, sont en chien aussi. Et j'ai l'impression qu'il y a en effet cet effet-là où derrière les femmes aussi peuvent très bien avoir du plaisir à nous parler. En plus, derrière, s'il y a un syndrome de l'infirmière, etc., on est la cible parfaite, alors que c'est pas du tout ce qu'on recherche et ce qu'on veut. Et qu'il y a à nouveau ce phénomène de flattage d'ego qu'on a pu décrire un peu plus tôt et que en fait dès que toi tu essayes d'aller un peu plus loin parce que tu crois que c'est un message pour dire tu peux aller un peu plus loin, mais en fait pas du tout. C'est juste que la personne est en train de se faire un trip de elle à elle-même et donc toi t'es pas dans la relation finalement. Tu fais ah ben super. Super. Ouais. Mais du coup, quand tu dis, que genre les hommes ondits sont perçus comme étant en chien tout le temps et tout, est-ce que tu penses qu'il y a pas un truc de genre, les hommes ondits, ils sont en chien parce qu'ils sont frustrés et qu'ils ont pas accès à la sexualité, machin? Exactement. Je pense que ouais, il y a ça clairement et que je pense qu'aussi que la pauvre personne handicapée n'y a jamais goûté. Je pense qu'il y a toujours cet a priori-là, c'est que les personnes handicapées ne font pas de sexe. Eh oui, évidemment. Surprise! En même temps, ils pensent qu'on n'en font pas et en même temps, ils pensent qu'on en veut tout le temps parce qu'on n'en fait pas. Genre, je pense que si on en voulait tout le temps, on aurait trouvé un moyen sans vouloir vous offenser. Genre, on est quand même pas. Tout à fait, tout à fait. Ils raisonnent toujours dans les extrêmes alors que nous, on est juste entre les deux, quoi. Ouais, ouais, non, c'est clair. Bah, d'ailleurs, allez écouter l'épisode, sur la sexualité, n'est-ce pas? De la saison 2 du podcast, qui était de tête l'épisode avec Ivanka et Lisa, mais je me rappelle plus du nombre. Mais si vous voyez Ivanka et Lisa, c'est l'épisode sur la sexualité. Voilà. Et il est trop bien. Et il y a encore pas de mec cis dedans, mais c'est pas grave. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que les seules personnes qui m'ont fait des remarques sur le fait qu'il n'y avait pas de mec cis dans le podcast et qu'il n'y avait pas d'invité mec cis et tout, eh ben, c'était des mecs cis qui m'ont fait des remarques sur la question. Du coup, voilà, à méditer, hein. Voilà. C'est bon, maintenant tu as le Joker, le contre Kems. C'est bon. C'est bon. Damien, tu es mon totem. Non, je ne suis pas cis-phobe, j'ai un ami cis. Ah là là. Bah, du coup, voilà, on arrive un peu à la fin. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou pas? Personnellement, je trouve qu'on a parlé de plein de choses. Donc, je pense que je n'ai pas grand-chose à rajouter de mon côté. Eh ben, merci beaucoup d'avoir parlé de tout ça, c'était trop intéressant, mais vraiment, il faudrait faire des podcasts de 3 heures, en fait, mais c'est pas possible. Et du coup, on arrive à la question recommandation culturelle qui est,
comme beaucoup de personnes le savent, mon moment préféré du podcast. Du coup, est-ce que vous avez une recommandation culturelle, en lien avec un des sujets qu'on vient d'aborder, que ce soit un livre, une série, un film, un podcast? Un podcast qui doit être sous-titré évidemment et accessible, mais voilà, si vous avez une recommandation avec, en lien avec ces sujets-là. Moi, j'ai une recommandation de mauvais élève, c'est-à-dire d'un livre que j'ai pas lu. Est-ce que je peux le faire quand même ou pas? Ah! C'est lequel? Peut-être que je l'ai lu. Je pensais à «L'expérience Andy» de Pierre Dufour. OK, j'en ai entendu parler, mais je l'ai pas lu. C'est un mec cis et c'est un sociologue et qui est en fauteuil roulant et qui a fait un bouquin de sociologie sur, l'expérience Andy et où dedans, il parle du rapport au corps et aussi du rapport justement à la masculinité et comment la norme valide est aussi une norme virile et cetera. Du coup, je l'ai pas encore lu, mais mon coloc en qui j'ai une confiance absolue, l'a lu et me l'a recommandé. Donc je pense quand même que c'est un bon bouquin et j'ai lu un peu des extraits, tout ça et enfin voilà, genre, j'ai les outils pour pouvoir dire avec à peu près certaineté, ça existe pas comme mot. Certitude, c'est ça le mot? Avec à peu près une bonne certitude que ça doit être un bouquin intéressant, et que je vais essayer de le lire. Mais voilà, OK. Non, mais c'est bien, c'est toujours, c'est mieux que rien. Après, de toute façon, même si mes invités ont pas de reco, moi, j'en ai toujours sous la main parce que je sais que des fois, il y a des gens qui sèchent un peu. Mais OK. Du coup, Damien, est-ce que tu as une reco? Ouais, alors moi j'en ai plusieurs. Je pensais un livre, alors là aussi je vais faire un peu le mauvais élève, mais c'est un livre d'une discussion entre Pierre Roncey et Marcel Nuss et qui parle justement de la masculinité. Alors, il me semble, d'après ce que me dit Google, que ça serait dialogue sur le handicap et l'altérité. Je peux conseiller ça. Et après, moi, récemment, j'ai lu le livre Sorcière de Mona Chollet. Et c'était très intéressant aussi de voir tous les parallèles que l'on peut faire entre le handicap et notamment la femme âgée, où il y a des phénomènes d'exclusion assez similaires au niveau des termes à ne jamais utiliser, la problématique d'invisibilisation, la problématique aussi de vouloir toujours être femme en fait finalement. Et ça m'a, encore une fois, j'ai fait beaucoup de parallèles. Ouais, c'est vrai que ce livre, il est intéressant là-dessus, Après, j'ai un petit peu du mal avec Mona Chollet. Je dois dire, j'ai lu Sorcière comme beaucoup de gens et j'ai beaucoup aimé ce livre. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte que Mona Chollet, voilà, qu'en fait, elle a pas inventé grand-chose et qu'elle a un peu plagié beaucoup d'autres, autrices beaucoup moins connues et qu'elle a un peu pris ses petits privilèges de meuf blanche bourgeoise et que voilà. Après, ça reste, un bouquin qui a aidé beaucoup de gens et qui a été une porte d'entrée pour beaucoup de personnes, donc ça, c'est chouette. Mais voilà, je pouvais pas ne pas faire de critique de Mona Chollet sur mon podcast, merci. Et moi, du coup, j'avais aussi un livre à recommander parce que dans le dernier épisode, j'ai dit que j'allais arrêter de recommander des séries parce que j'en ai marre parce qu'à chaque fois, les séries, elles sont annulées au bout de 1 ou 2 saisons. Et du coup, j'ai dit que j'allais recommander que des livres. Et ben, ça va être un peu le cas maintenant. Du coup, c'est un livre qui s'appelle Nos existences handi de Zig Blanquier, qui est un militant handi, qui est un mec trans handi paraplégique. Et du coup, c'est Nos existences handi, c'est un recueil de plusieurs textes qu'il a écrits, soit des articles de blog, soit des interviews auxquelles il a participé. Et c'est très intéressant et très bien écrit. C'est hyper, poétique et hyper beau et c'est vraiment un petit manuel antivalidiste, quoi. C'est bien vénère comme je l'aime, sans être trop vénère non plus, mais c'est vraiment un livre que je recommande à toutes les personnes handy, qui est vraiment top et qui fait du bien. Et d'ailleurs, oui, Zig Blanquier, c'est un des rares, hommes handicapés, qui est présent au niveau médiatique, dans la scène, antivalidiste. Et j'ai entendu parler de Zig Blanquier, notamment en écoutant un podcast de France Culture qui s'appelle La hiérarchie des vies,
qui est une série de podcasts, une série documentaire, qui est hyper intéressante et qui m'a fait tellement de bien et qui donne tellement de force quand on est un peu dans ce mouvement-là et que Quand on n'est pas en haut de la hiérarchie. n'est-ce pas? Et vraiment, il est incroyable ce podcast. Enfin, France Culture a fait un boulot incroyable parce que c'est vraiment hyper bien documenté sur, l'histoire du mouvement antivalidiste en France et comment, en fait, ça a commencé dans les années 70 comme aux États-Unis, mais on le sait pas parce que ça a été oublié totalement. Du coup, il y a un travail historique qui a été fait qui est incroyable et donc il y a plein de personnes, on dit, qui sont interviewées et qui parlent de leur vécu, dont Zig Blanquier justement et voilà ça y est, je mélange tout. La hiérarchie des vies sur, France Culture et donc le podcast est accessible en retranscription également, n'est-ce pas? Et voilà, je pense que c'est tout, sauf si vous avez encore quelque chose d'autre à rajouter? Ouais, je viens de penser à un autre, livre, mais je sais pas s'il est encore disponible quelque part. C'est une BD de Calvin Arium qui s'appelle Maison de paille. C'est pas une BD documentaire ou quoi, enfin voilà, c'est vraiment une BD, de fiction, mais qui a 2 personnages qui sont tous les 2 des hommes, un homme trans et un homme cis, je crois, il me semble. J'ai un doute maintenant. Bref, en tout cas, c'est des garçons. Et les 2 sont handicapés et voilà, ça parle de comment ils se rencontrent et de comment ils s'entraident, dans le fait de découvrir, qu'ils sont des hommes et qui sont handicapés et tout ça et c'est très chouette. Trop chouette. Ça s'appelle comment du coup? Maison de paille. OK. Pardon, il y a mon chat. Il y a mon chat qui est en manque d'attention et qui veut monter sur moi. Mais non chaton, tu ne peux pas faire ça enfin. Ah là là. D'ailleurs, mon chat qui est également, handicapé et malade chronique, n'est-ce pas? Parce qu'on fait dans la mixité choisie ici. Voilà. Et l'occasion de rappeler que je ne suis pas professionnelle et que j'enregistre à distance depuis mon canapé et que j'ai un chat et que, voilà, on fait ce qu'on peut, n'est-ce pas? C'est noté. Non, mais je le dis pour tout le monde, pour les gens qui nous écoutent et pour, voilà, voilà. Du coup, merci beaucoup pour tous ces échanges et tout, c'était hyper intéressant. Vraiment, c'est dommage de pas pouvoir faire des épisodes plus longs. Si ça tenait qu'à moi, ça durerait 4 heures, mais on n'a pas l'énergie, hein, ni le temps. On fera un épisode 2. Ouais, non, mais en vrai, non, je vais pas spoiler maintenant, mais j'ai des petites idées pour compenser tout ça. Je n'en doute pas. Du coup, ouais, merci à tous les 2 d'avoir participé et le sujet du prochain épisode, c'est l'écologie et l'impact du réchauffement climatique sur les personnes handies et notamment les personnes, minorisées en général et le validisme dans le milieu écolo, n'est-ce pas? Car c'est un vaste sujet encore. Et donc on parlera de ce sujet-là le mois prochain.